Mesdames et messieurs, bonsoir. Les nombres gouvernent le monde. Si cela est vrai, il est donc normal qu'à l'école, l'on puisse apprendre à connaître les nombres. Cet apprentissage des nombres se fait de manière très pointilleuse. L'apprenant, à travers les consignes de l'enseignant, manipule le matériel pour comprendre les nombres. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose comme thème ce soir le travail de l'apprenant en concrétisation au niveau 1. Suivons le sommaire. Découverte de l'école primaire publique CDBA, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, une école à mieux connaître dans cette émission. Dans séquence de classe, deuxième rubrique de cette émission, nous apprendrons sur le travail de l'apprenant en concrétisation au niveau 1 à partir de l'addition des nombres de 0 à 20, présenté par Madame Christelle Adolibé, titulaire du cours préparatoire de l'école primaire publique CDBA. Opinion sera le lieu pour nous de savoir les impressions de l'enseignante et de ses apprenants sur la séquence de classe. Nous parlerons dans le décryptage des appréciations d'une experte des questions de la pédagogie en la personne de Madame Mireille Dayon-Noudofine qui va porter ses appréciations sur la séquence de classe. Et enfin, des astuces et conseils viendront corroborer cette émission. Voilà pour l'essentiel à développer. Comme annoncé dans le sommaire, allons ensemble à la découverte de l'école primaire publique de CDBA, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, commune d'Abomey-Calavi. Au cœur de la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin, l'école primaire publique CDB, avec ses deux groupes A et B, participe à l'éducation des enfants depuis sa création dans les années 1990. Notre école a été créée déjà à peu près en 1998 par l'ancienne directrice Madame Adjé Victoire. Elle a beaucoup travaillé au rayonnement de l'école et les directrices et directeurs qui l'ont suivi ont continué dans ce sens. EPP CDB sous-entend assiduité, exactitude, travail et discipline. L'école primaire publique CDB, tenue par des enseignants engagés et qualifiés, prouve toute son utilité à travers ses performances. Chaque année, plus de 90% de nos apprenants passent en classe supérieure. Aussi, nous avons de meilleurs taux de réussite au CEP depuis les 5 dernières années. Nous avons donné 100% à plusieurs, au moins à 2 reprises, 98, 95 par là pour cent. Et à la direction, il y a des lettres de félicitations qui sont là, au nom de monsieur le ministre, adressées donc à la directrice de l'école. De l'amélioration toujours recherchée malgré les difficultés infrastructurelles au cœur de cette école. Le manque d'accompagnement par les parents dans l'exercice de nos fonctions. Il y a la moitié de la cour de l'école qui est un bas-fond. Et les reptiles gênent les enfants, surtout pendant la récréation. On en trouve beaucoup. Nos classes aussi, les toits sont vraiment troués partout. Et pendant la saison pluvieuse, là, les enfants, même la maîtresse aussi, là, ils vont rester pour travailler, il n'y en a pas. Nous éprouvons aussi la difficulté à concrétiser les séquences, en l'occurrence en mathématiques, dans les grands cours. Nos défis sont au nombre de 3. Nous avons le rendement scolaire, le bon fonctionnement de la cantine scolaire et l'amélioration de cadre de travail. À la contribution au rayonnement de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi, l'école primaire publique CDB joue son va-tout. C'est justement dans cette école primaire publique de CDBA que nous irons suivre une séquence de classe en compagnie
de Madame Christelle Adolibé. Assis. Craie en l'air. On m'écrit 16 sur les ardoises. Tournez. On tourne doucement les ardoises. Oui, Judith, au tableau. 16. Vous êtes d'accord? Oui. Un banc pour elle. Montrez. Déposez les ardoises. On m'écrit 18. Tournez. Vous êtes d'accord? Oui. Un banc pour lui. On montre. En classe, vous avez l'habitude de travailler en groupe avec vos camarades. Ou bien? Oui. Maxime, dans ton groupe, il y a combien de filles? 2 filles. 2 filles. Vous êtes d'accord? Oui. Et il y a combien de garçons? 5. Combien? 5 garçons. 5 garçons. Très bien. Et vous êtes combien au total dans le groupe? 7. 7. Faut compter, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment tu as procédé? J'ai compté les filles plus les garçons. Le plus, c'est quelle opération? C'est une addition. C'est une addition. Un banc pour lui. Aujourd'hui, tu vas apprendre à additionner les nombres de 0 à 20. Aujourd'hui, nous allons apprendre à additionner les nombres de 0 à 20. Très bien, Jidas. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Je veux apprendre à additionner les nombres de 0 à 20. Très bien. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu veux apprendre? Aujourd'hui, je vais apprendre à additionner les nombres de 0 à 20. Nous allons apprendre ces nombres à travers une situation de départ. On écoute la maîtresse. Judith est allée au marché. Elle a acheté 10 oranges. Arrivée à la maison, maman lui donne encore 8 oranges. Combien d'oranges a-t-elle maintenant? Qui va essayer de me reformuler ça dans son français, ce que je viens de dire? Qui va essayer de... Oui, Maxime. Maintenant, ça dit que Judith est allée au marché. Oui, par la haute voix. Elle a acheté 10 oranges. Très bien, Arrivée à la maison, maman lui donne encore 8 oranges. très bien. Et on nous demande de dire quoi? De dire L'orange qu'elle a maintenant. l'orange qu'elle a maintenant. C'est bien. Suivez la maîtresse. La maîtresse va compter les 10 oranges dans le panier. Une orange, 2, 9 et 10 oranges. Vous avez vu? Oui. Ensuite, maman a donné combien d'oranges à Judith? 8 oranges. 8 oranges. La maîtresse va compter 8 oranges dans le plastique. Une orange, 2, 7 et 8 oranges. On nous a demandé de dire le nombre d'oranges que Judith a maintenant. À 10 oranges, j'ajoute 8 oranges. Et je compte le tout ensemble. Très bien. Je compte le tout ensemble. Une orange, 2, 3, 4, 16, 17, 18 oranges. Vous avez vu? Oui. Qui va essayer de faire comme moi? Une orange, 2
Montre-nous encore 8 oranges ici. Une orange, 2, 7, 8. Très bien. À 10 oranges, ajoute 8 oranges et tu joins le geste à la parole. Je t'aide. À 10 oranges, j'ajoute 8 oranges. Et je compte les tout ensemble. Très bien. Compte. Une orange, 2 et 7 plus 8 oranges. Très bien. Un banc pour elle. Très bien. Vous allez remplacer les oranges par vos pipettes. Sortez le matériel. On met ça sur la table. Une pipette. 2. 3. Attention, on suit la maîtresse. 3. 10 pipettes. Nous allons compter 8 pipettes dans la main droite. Ça y est? Oui. On peut commencer? Oui. Une pipette. 2. 8 pipettes. On a 10 pipettes dans la main gauche et 8 pipettes dans la main droite. Nous allons joindre le geste à la parole. Ça y est. À 10 pipettes, j'ajoute 8 pipettes et je compte le tout ensemble. Très bien, on va compter le tout ensemble alors. Ça y est? Oui. 1 pipette, 2, 3, 4, 7, 17, 18 pipettes. Très bien les amis. Qui viendra nous faire ça ici pour montrer ça à ses camarades? Oui, Bénédicte, viens nous faire ça. On suit. Ça y est. Tu comptes. Une pipette, 2 à 10 pipettes, je compte. J'ajoute 8 pipettes et je compte le tout ensemble. Ça y est, tu comptes. Une pipette, 2, 3, 7, 17, 18 pipettes. Très bien, un banc pour elle. Très bien. Tout le monde a vu? Oui. Nous allons compter 8 cahiers et 10 cahiers, compter le tout ensemble. Qui va essayer? Un cahier, 2, 3 à 8 cahiers. Voilà. J'ajoute 10 cahiers et je compte le tout ensemble. Très bien. Un cahier, 2, 3, 7, 17, 18 cahiers. Très bien, 18 cahiers. Vous avez vu? Oui. Maintenant, nous allons remplacer les cahiers par les ronds. Sortez vos ronds. Nous allons compter d'abord 8 ronds dans la main gauche. On le fait ensemble avec moi. Ça y est? Oui. Un rond. 2, 3, 8 ronds. j'ajoute 10 ronds et je compte le tout ensemble. Très bien. Donc, un rond. 7, 17, 18 ronds. Vous avez vu? Oui. Qui va essayer avec les ronds? Oui, Gilbert. À 8 ronds, j'ajoute 10 ronds et je compte le tout ensemble. 1 rond, 2, 18 ronds. Très bien. Un bas pour lui. Qui va essayer encore? Joli d'or. 1 rond, 2 à 8 ronds, j'ajoute 10 ronds et je compte le tout ensemble. 17, 18 ronds. Très bien. Un bas pour lui. Tout le monde a vu? Oui. Rangez le matériel. Tout ce que nous venons de manipuler, nous allons dessiner ça au tableau. Et vous allez le faire ensemble avec moi. Donc, 8 plus 10 égale encore combien? 18. 18. Très bien. Montrez.
10 et 8 font 18. 10 plus 8 égale 18. 0 plus 1 égale 1. Vous êtes d'accord? Oui. Un banc pour lui. Montrez. Montrez. Très bien. Baissez. Qui va me dire ce qu'il vient d'apprendre maintenant? Qu'est-ce qu'on a appris? Oui, Gilbert. Aujourd'hui, Par la haute voix. aujourd'hui, j'ai appris à additionner les nombres de 0 à 20. Comment tu l'as appris? C'est maîtresse qui a compté 10 oranges et 8 oranges. Et on a remplacé l'orange par l'eau pipette. On a compté les cahiers. Très bien. Et on a remplacé les cahiers par quoi? Par les ronds. Par les ronds. Baissez. Gilbert toujours. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu viens d'apprendre? Je vais additionner avec ça. Debout. Un chant. Jamais on a vu, jamais on ne verra la petite souris dans l'oreille de chaque. Madame Christelle Adolibé et ses apprenants nous ont fait le plaisir de donner leur opinion sur la séquence de classe. Aujourd'hui, j'ai appris à additionner les nombres de 0 à 20. Pour additionner deux nombres, je dois faire les unités ensemble et les dizaines après. Je suis heureux parce que la maîtresse explique bien. Nous avons utilisé les oranges et les pipettes et les ronds et les cahiers. Pour additionner deux nombres, j'additionne les unités et les dizaines après. Je viens de faire une séquence de classe sur l'addition des nombres de 0 à 20. Et comme objectif de la séquence, chaque apprenant aura la notion de l'addition, le sens de l'addition, c'est-à-dire l'ajout. Et ils sauront aussi le mécanisme opératoire. Donc je peux dire que l'objectif est atteint. La mathématique d'abord est une matière qui va servir aux enfants dans la vie active. Donc cette notion qu'ils viennent d'apprendre sera utile pour eux dans la vie active. Au cours de la séquence de classe, comment amener les apprenants à participer de façon active à ma séquence de classe et comment capter leur attention sur ce que je fais. Ce sont des difficultés que j'ai rencontrées au cours de cette séquence. Au collège, je dirais qu'il faut toujours faire une préparation lointaine. Avant toute séquence de classe, trouver le matériel adéquat en nombre suffisant pour que la leçon passe. Aux apprenants, je dirais de toujours suivre les séquences de classe, d'être attentionnés à ce que la maîtresse ou le maître dit dans la classe. Revenons sur ce plateau pour analyser ensemble, en compagnie de notre invité du jour, la séquence de classe suivie. Bonsoir Madame Mireille Dayon-Loulou-Filet et bienvenue sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Merci Madame l'animatrice, merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup. Madame Mireille Dayon-Loulou-Filet, vous êtes conseillère pédagogique de l'enseignement du premier degré et vous avez participé à l'élaboration des documents sur les curricula révisés. Madame Dayon-Loulou-Filet, Mireille, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de plus sur vous? Je crois que vous avez dit l'essentiel. C'est vrai que j'ai participé à la rédaction de plusieurs documents utilisés encore dans les écoles, mais aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est les curricula révisés. J'y ai participé. Merci beaucoup. Nous avons suivi tout à l'heure une séquence de classe qui a pour thème
le travail de l'apprenant lors de la concrétisation en mathématiques au niveau 1. Vos impressions générales sur la prestation de l'enseignante et de ses apprenants. Merci. C'est vrai, j'ai suivi cette séquence de classe. Mes impressions ne sont pas mauvaises, elles sont assez bonnes. Nous avons vu une enseignante vraiment en classe, en train de travailler avec ses enfants. Elle a essayé d'apporter un plus aux enfants. Elle a essayé, à partir de son travail, d'amener les enfants à acquérir des connaissances et des techniques. Nous avons vu aussi des enfants qui écoutaient, qui suivaient. Et à partir de leur réaction, nous pouvons déjà dire qu'ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est très important dans l'enseignement-apprentissage. C'est bon, sinon je m'apprêtais à vous demander votre opinion sur le comportement des apprenants. Alors, avec tout ce que l'enseignante a fait, selon vous, qu'est-ce qu'elle a le plus réussi? Alors, c'est vrai que au cours de notre émission ce soir, nous voulons nous appesantir sur la concrétisation. Elle avait du matériel qu'elle a utilisé pour permettre aux enfants de comprendre ce qu'elle avait à leur dire. Il y a eu au niveau des enfants aussi un matériel qui a pu être utilisé par eux. Je crois que c'est l'effort de l'enseignant qui a permis à chacun d'avoir ce matériel. J'ai bien aimé cela. Merci beaucoup. On parle du travail de l'apprenant au cours de la concrétisation. Madame Dayon, qu'est-ce que la concrétisation? Oui, lorsqu'on parle de concrétisation, ici, c'est une étape de l'enseignement des mathématiques. Et c'est l'étape où le réel, le concret est utilisé par l'apprenant et par l'enseignant. Voyez-vous, tout ce qui est concret, c'est ce qui est perçu par les sens. Lorsque l'enfant peut voir, entendre, goûter, manipuler, sentir, assembler, monter, démonter, c'est qu'il est au niveau, à l'étape de la concrétisation. Il est face donc au matériel et il peut s'en servir pour comprendre ce qui lui sera enseigné. C'est donc cette étape que nous appelons l'étape de la concrétisation. Ok, donc au cours de la concrétisation, l'enseignant aussi peut manipuler. Tout à fait. L'enseignant manipule et donne un modèle à ses apprenants. Et l'apprenant également, à partir de l'exemple montré par l'enseignant, va chercher à résoudre son problème. Se représenter d'abord la situation avec le matériel à sa disposition, ensuite chercher à résoudre le problème qui lui est posé, toujours à partir donc de son matériel. Donc les deux auront à manipuler, mais dans des sens différents. Vous voyez, l'enseignant, lui, c'est pour donner un modèle. Il sait le faire. Il apprend à l'apprenant. Mais lui, le petit, lui, il prend le matériel, il l'utilise pour découvrir, pour apprendre. Voyez-vous, c'est un peu cela. Donc c'est l'enseignant qui commence. L'enseignant commence. Très bien. Oh, Madame Dayon Lolofine, est-ce possible que vous fassiez une petite démonstration de tout ce que vous venez de dire pour que les enseignants, les spectateurs qui nous suivent puissent comprendre comment faire à cette étape? Merci. C'est vrai. Ici, je voudrais préciser que c'est ce que nous recommande la pédagogie explicite. Nous avons 3 moments importants. Le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Des moments qui ne sont pas rigides.
on peut, en fonction des difficultés, en fonction du niveau des apprenants, changer un tout petit peu les positions. On n'est pas obligé de commencer par le modelage toutes les fois. Mais ici, dans ce cas, je crois bien que l'enseignant est passé par le modelage. Alors, nous allons nous lever et voir comment ce modelage peut se faire. Nous n'avons pas exactement les oranges que la maîtresse avait. Nous allons ici utiliser des bâtonnets, puisque c'est ce que les enfants ont eu à manipuler. Nous allons prendre ces bâtonnets et montrer un peu comment cela devrait se faire. Et attendez un peu, parce que au cours des explications, nous avons des thèmes qui sont sortis, oui. Et peut-être les téléspectateurs ne comprennent pas certains thèmes. Vous avez parlé du modelage, vous avez parlé de la pratique guidée, vous avez parlé aussi de la pratique autonome. Est-ce que nous pouvons avoir quelques explications sur chaque thème? Tout à fait. Alors, lorsque nous parlons de modelage, c'est le modèle qui est donné par l'enseignant. Il vient, au départ, une situation problème a été présentée à l'apprenant. L'enseignant a aidé l'apprenant à comprendre de quoi cela retourne. Et maintenant, il lui montre comment résoudre ce problème-là. Alors, en même temps qu'il est en train de lui montrer, il parle, il explique, il dit ce qu'il fait pour que l'enfant entende, qu'il voit, pour savoir un peu comment cela doit se faire. C'est le modelage. C'est le modelage. Ensuite, il donne l'occasion à l'apprenant de de repasser par la même démarche. L'enfant a son matériel et il cherche donc à résoudre le problème comme l'enseignant. Il peut réussir du coup, c'est bien, mais il peut ne pas réussir. C'est là que l'enseignant doit être présent auprès de lui. C'est-à-dire que l'enseignant circule. Il passe, il voit ce qui se fait. Il apporte son aide à celui qui en a besoin. Quand il est en difficulté, il peut lui poser des questions. L'apprenant peut également poser des questions à son enseignant pour lui permettre de mieux comprendre. De la même manière, l'enseignant pose des questions aux enfants même lorsqu'ils réussissent, pour savoir s'il a vraiment compris ou s'il l'a fait de façon machinale. Voyez-vous? Oui. Alors, c'est le moment même de l'apprentissage pour l'enfant. L'enseignant, à ce niveau, a un rôle important pour s'assurer que l'ensemble de ces enfants, de ces apprenants, comprennent ce qui se fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais maintenant, lorsqu'il aura quitté cette étape, cette deuxième étape, qui est la pratique guidée, il va à la pratique autonome. C'est la partie où l'enseignant doit se retirer un peu plus et laisser l'apprenant réaliser la même activité, mais seul. L'enseignant pourrait, au besoin, vraiment passer un tout petit temps juste pour aider à corriger quelque chose. Mais à ce niveau, il doit laisser l'apprenant s'essayer. C'est la pratique autonome. Avec la pédagogie explicite qu'il nous recommande ces 3 moments, voilà un peu les 3 moments que nous venons d'expliquer. Mais je venais de dire tantôt qu'elle n'est pas rigide. On n'est pas obligé de commencer par un modelage, aller à la pratique guidée et finir par la pratique autonome. Les rôles peuvent être, les moments, les stratégies peuvent être renversés. Oui. Mais on doit observer ces 3 moments. Ces 3 moments doivent être observés au cours de la concrétisation. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Madame Mireille Dayono-Dauphiné. Nous allons passer donc à la démonstration pour mieux comprendre. D'accord. Ici, nous n'avons pas d'orange, mais nous allons utiliser des bâtonnets pour montrer un tout petit peu comment cela pourrait se faire. Si nous devons prendre les nombres utilisés par les apprenants, c'est 10 oranges. Je compte. Ici, nous avons des bâtonnets, 10 bâtonnets. Un bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtonnets. Et 8 bâtonnets. Un bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bâtonnets. Alors, à 10 bâtonnets, j'ajoute 8 bâtonnets. Ça me fait combien de bâtonnets? Il y a donc là une question qui est posée pour l'enfant. Et lorsque il se pose cette question, c'est qu'il doit chercher la réponse. Ça fait combien de bâtonnets? Je compte maintenant. Un bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, 10 bâtonnets et 8 bâtonnets font 18 bâtonnets. J'ai maintenant mon lot de 18 bâtonnets parce que la question s'est posée et j'ai compté pour avoir les 18 bâtonnets. Mais je ne laisserai pas les 18 comme ça, puisque l'apprenant de ce cours sait déjà que dans 18, il y a une dizaine et il y a 8 bâtonnets. Je compte alors les 10 bâtonnets que 1 bâtonnet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bâtonnets. Les 10 bâtonnets, donc, je les lis. Et je garde donc que j'ai 18 bâtonnets. Mais dans 18 bâtonnets, j'ai une dizaine et 8 unités. Voilà un peu ce que nous avons voulu apporter. Donc, s'il faut récapituler, c'est qu'au départ, lorsqu'il a pris les 10 bâtonnets et les 8 bâtonnets, il dit bien, j'ai 10 bâtonnets. À 10 bâtonnets, j'ajoute 8 bâtonnets. Ça fait combien de bâtonnets? Une interrogation, une équation à résoudre. Et là, il compte maintenant pour avoir la réponse. Il compte et il reprend 10 bâtonnets et 8 bâtonnets font 18 bâtonnets. Et lorsqu'il a les 18, chaque fois qu'il en a la possibilité, il lit les dizaines et ça lui permet de comprendre ici que ce qu'il fera en abstraction, passant par la semi-abstraction, est déjà matérialisé là. Merci. Merci beaucoup, Madame Mireille Dayono-Dauphiné, pour cette belle démonstration. Nous sommes convaincus que les enseignants ont bien compris et à l'avenir, cette situation d'apprentissage pourra être bien faite dans nos salles de classe. Nous avons suivi une démonstration de la concrétisation. Qu'est-ce qu'on concrétise au juste? Oui, merci. Alors, à l'enseignement primaire, nos séquences de mathématiques
démarre généralement par la présentation d'une situation problème. Et cette situation renferme les connaissances et techniques à enseigner. C'est de la résolution de cette situation problème que découle l'essentiel de ce que l'enfant devra retenir à la fin de la séance. Alors, ce qu'il faut concrétiser, ce sont les données de cette situation-là qui lui a été présentée au départ. Voilà. Donc, ce sont les données de l'activité de départ, ou bien de la situation problème. Voilà, les données de la situation problème qu'on doit concrétiser. Merci beaucoup. Tout à l'heure, au niveau de la démonstration, vous avez mis l'accent sur une question. Ça fait combien? Lorsque vous avez mis ensemble, vous avez mis l'accent sur le combien. Donc déjà, si l'enfant met ensemble, l'enfant ne comptera pas directement. Il faut que l'enfant s'interpelle. Alors, pourquoi mettre l'accent sur cette équation? Déjà, au niveau de la concrétisation. Oui. Alors, voyez, lorsque, généralement, dans notre vie, nous sommes face à des situations, on s'interroge. Comment? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? C'est la même chose ici. C'est une situation à laquelle il n'a pas encore de solution. Il est normal qu'il s'interroge et se demande. Mais on me dit tant plus tant. Mais ça fait combien? C'est parce qu'il n'a pas la réponse qu'il est obligé de compter. Alors, la question, ça vient tout simplement parce que il sent le besoin. Il sait qu'il ne connaît pas encore ça et que c'est ça qu'il va apprendre, c'est ça qu'il veut découvrir. Voyez-vous? Et là, il s'implique davantage dans ce qu'il a à faire. Vous voyez un peu? Voilà. Et lorsque la question est posée, il peut maintenant chercher des solutions. Donc là, il est obligatoire qu'on concrétise. Oui. Il est nécessaire de concrétiser ici parce que c'est de tout petits enfants. C'est ce qu'ils voient, qu'ils comprennent. Il ne servirait à rien de leur parler de quelque chose qu'ils ne voient pas. Peut-être même que parmi eux, des gens n'ont jamais vu ce dont vous parlez. Peut-être que parmi eux, il y en a qui ne comprennent pas ce qui se dit. Mais parce qu'ils auraient vu, ça les amènerait à mieux comprendre. Et puis, l'autre chose, nous avons toujours dit que partout, l'opération manuelle doit précéder l'opération mathématique. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, nous avons déjà vu maintenant que ça soit l'enseignant ou les apprenants qui doivent manipuler le matériel. Donc, les deux concrétisent. Merci beaucoup. Alors, cette concrétisation, nous avons vu tout à l'heure qu'elle a des étapes. Nous allons rappeler ces étapes-là pour que... On a compris que c'est là l'essentiel même de l'utilisation du matériel, du travail de l'apprenant au cours de la concrétisation. Oui. Alors, nous allons rappeler les étapes de la concrétisation et comment les identifier. Voilà. Alors, ici, l'enseignement des mathématiques, à chaque étape de l'enseignement des mathématiques, la pédagogie explicite recommande 3 stratégies différentes qui reviennent chaque fois. C'est la même chose pour la concrétisation, l'étape de la concrétisation. Nous l'avons dit tantôt, passer par un modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. Le modelage, nous l'avons expliqué, c'est ce que fait l'enseignant. Voilà. Et dans certains documents, vous lirez le « je fais ». Voilà. Je fais. C'est ce que fait l'enseignant. C'est lui qui donne le modèle. Ensuite, il y a la pratique guidée. Et là, vous lirez « nous faisons ». Les apprenants
accompagnés de leur enseignant, travaillent. L'enseignant aide les enfants à comprendre. Les apprenants cherchent les réponses. Et troisième stratégie, nous avons parlé de la pratique autonome. À ce moment-là, l'enfant doit pouvoir reprendre seul ce qu'il a eu à faire. S'il ne réussit pas, c'est qu'il n'a pas pu bien franchir l'étape de l'apprentissage autonome. C'est qu'il n'a pas pu réussir l'étape de la pratique guidée. Il n'a pas su peut-être poser des questions à son enseignant. L'enseignant ne l'a peut-être pas remarqué pour pouvoir lui apporter son aide, etc. Mais l'enseignant doit faire en sorte que le moment de l'apprentissage soit vraiment bénéfique à tous les apprenants. Voilà, donc de manière claire, lors de la pratique guidée, donc il ne s'agira pas à l'enseignant d'être devant et de manipuler au même moment que les apprenants tout court. L'enseignant doit aller vers les apprenants. Il est important que l'enseignant aille vers les apprenants. Parce que lorsqu'il est loin des enfants et que ensemble ils travaillent, il n'est pas évident que tous les apprenants suivent ce qu'elle fait. Il n'est pas évident qu'ils comprennent tous ce que fait l'enseignant. Mais sa présence au milieu d'eux, à travers ce qu'ils font, ils regardent, ils voient ce qu'ils font. Est-ce que celui-là a vraiment compté les 10 bâtonnets? Est-ce qu'il a compté les 8? Est-ce qu'il a ajouté et bien compté? Et toi, ici? Et il cherche en même temps. On ne dira pas, non, ne reste pas loin pour regarder. On ne dira pas ça. Mais en même temps que tu es devant et que tu montres et les yeux pour suivre tes apprenants, pour leur apporter ton aide aux besoins. C'est important. Parce que nous savons dans les classes, il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas, mais qui suivent simplement la masse. Voyez-vous, il est important donc qu'ils se rapprochent un peu plus des apprenants. Madame Mireille nous nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais avant, nous allons vous permettre de donner quelques conseils et astuces à nos enseignants pour qu'ils puissent bien, dorénavant, pratiquer la concrétisation dans leur salle de classe. Ce que je voudrais apporter par mes conseils, c'est ce que je venais de dire tantôt, essentiellement. C'est-à-dire que lorsque nous sommes avec les apprenants, nous avons besoin d'être plus près d'eux, plus proches. Cela nous permet de détecter les difficultés qu'ils ont. Voyez un peu la salle où nous étions, ce que nous avons vu dans la salle. Il n'y a pas assez d'allées pour permettre à l'enseignant de circuler. Une meilleure organisation du mobilier pourrait laisser cet espace-là afin qu'elle circule, qu'elle aille vers les enfants qui sont un peu plus au fond de la salle pour s'assurer qu'ils ont compris, qu'ils comprennent ce qui est fait. C'est un conseil. Et la seconde chose que je voudrais dire, ici, dans ce que nous avons vu, j'ai remarqué que individuellement, les enfants ont manipulé. C'est très bien. C'est très bien. Parce qu'il arrive des moments où c'est ensemble, dans un groupe, que les enfants ont un petit matériel à utiliser. Non. Ça ne profite pas réellement à tous les enfants. Ici, nous avons vu qu'il y avait du matériel qu'ils ont utilisé et il y a eu même à varier du matériel au niveau des apprenants. J'aurais souhaité que pour l'enseignant lui-même, il y ait autre matériel en plus de ce qu'il a montré. Je le dis parce que le premier essai qui a été fait, rien ne montre que tous les enfants aient vraiment compris.
Alors, un deuxième matériel pour reprendre la même chose, vous conviendrez avec moi que ça portera un meilleur fruit. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Et peut-être pour terminer, demander aux enseignants dans les classes que la concrétisation, c'est la toute première étape dans le processus d'apprentissage. Et lorsque l'enfant a eu du concret, qu'il a manipulé et qu'il a compris, le reste vient de façon très aisée. Donc c'est demander qu'il fasse l'effort d'avoir le matériel nécessaire pour permettre aux enfants de mieux réussir les mathématiques. C'est donc mes conseils. Merci. Merci beaucoup, Madame Mireille Dayo-Boulou-Fines. Nous avons déjà reçu des conseils et des astuces. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est dire que ce n'est pas facile. Enseigner, ce n'est pas une chose facile. Je voudrais simplement dire aux enseignants que malgré que ce soit un métier difficile, le fait de l'avoir choisi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très bien. L'important, c'est de faire ce travail-là comme cela se doit pour voir réussir les enfants. C'est une satisfaction morale. Et je crois que c'est important. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, mais retenez que les nombres gouvernent le monde et il est donc nécessaire de maîtriser les nombres pour pouvoir gouverner le monde. Amenons donc nos apprenants à maîtriser les nombres pour qu'ils dominent le monde. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez continuer à nous suivre en replay sur notre site web www.pro8campagne.com et sur nos pages réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt.